C'est une femme de 75 ans qui vit depuis 20 ans entre les murs d'une cellule de prison. Et c'est dans une prison que Monique Olivier finira ses jours. Marie-Annie Corel a été sa gardienne pendant 6 ans. Monique Olivier est une femme longiligne, un peu courbée, portant toute la misère du monde sur son dos. On avait l'impression que c'était une femme en souffrance et peu communicative. Allez, madame. Derrière un regard fuyant et une silhouette passe-muraille, l'une des plus grandes criminelles françaises. Une énigme. Jamais aucune visite, ni aucun courrier. Pour occuper ses journées, un peu de lecture et quelques mots croisés. Les murs de sa cellule sont vierges et ne racontent rien de sa vie, comme si elle pouvait disparaître et se faire oublier instantanément. Elle s'est toujours présentée en victime, j'y ai jamais cru. J'ai pas du tout senti de regret. Le seul regret que j'ai pu sentir lors d'un échange avec elle, c'est d'avoir connu sur son chemin Michel Fourniret. Monique Olivier a été mariée au plus grand tueur en série français, Michel Fourniret. Derrière l'ogre des Ardennes se cachait une ogresse. Pendant 16 ans, elle a aidé son époux jusqu'à servir d'appât pour attirer ses victimes. Comment une mère enceinte peut faire croire qu'elle a un malaise pour faire monter une gamine? C'est indicible. Un couple diabolique qui a piégé au moins 10 jeunes filles, kidnappées, violées et tuées entre 1987 et 2003. C'est des meurtres à 4 mains. Elle est le jerrycan, elle est le briquet. Monique Olivier a donné à Michel Fourniret son permis de tuer. C'est le mal absolu. Quel rôle a-t-elle joué exactement? J'ai quelqu'un en face de moi qui ne correspond pas à l'image qu'on décrit, une perverse, une manipulatrice. Je comprends pas bien. Depuis la mort de Michel Fourniret, elle est la seule à répondre de 3 crimes non jugés. Ceux de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin, dont la disparition a hanté la France entière. Des dizaines de CRS sont mobilisés depuis ce matin pour tenter de retrouver une fillette de 9 ans à Guermantes, en Seine-et-Marne. Quand la petite Estelle Mouzin disparaît en janvier 2003, c'est un coup de tonnerre dans l'opinion publique. L'affaire Estelle Mouzin, tout de suite, elle émeut les gens. Parce que je pense qu'il y a une identification. Ça peut être mon enfant, ça peut être l'enfant de tout le monde. Il y a 2 enfants qui ont marqué l'histoire de France. Il y a Grégory et il y a Estelle. Son père mène un combat sans répit. J'ignore qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je suis en revanche certain que vous m'entendez et je sais que vous vous en sentez flatté. Estelle n'est pas une chose que l'on peut garder comme cela. C'est une enfant qui doit garder sa liberté et retrouver sa famille. À l'époque, un tueur en série est soupçonné. Mais les enquêteurs butent sur un élément le disculpant. Michel Fourniret a un alibi, le plaçant à 250 km du lieu de l'enlèvement, chez lui, à Sarcustine en Belgique, avec son épouse Monique Olivier. Il y a un coup de téléphone qui est donné depuis le domicile de Michel Fourniret chez le fils de Michel Fourniret. Ce coup de téléphone est donné à des horaires qui sont incompatibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir donné ce coup de téléphone et enlever en même temps Estelle Mouzin. Pendant 17 ans, cet alibi va tenir. Jusqu'à ce qu'une détenue, figure du grand banditisme, révèle un secret glaçant. Milica Petrovic est un personnage. C'est le moins qu'on puisse dire. Milica Petrovic, quand on lui demande sa profession, elle dit « escroc ». Un jour, à la télévision, passe un reportage sur la disparition d'Estelle Mouzin.
Milica Petrovic est émue par le combat de ce père et réalise que sa voisine de détention n'est autre que Monique Olivier, l'épouse de Fourniret. Elle va se mettre en tête de manipuler Monique Olivier. C'est ce qu'elle sait faire de mieux dans la vie, la manipulation. Manipuler Monique Olivier pour essayer de voir si elle ne peut pas lui faire dire des choses sur Estelle Mouzin. Milica Petrovic raconte la suite à Michel Fine lors d'une interview réalisée à la volée à sa sortie de prison. L'ex-détenue lui explique comment elle s'est rapprochée de Monique Olivier et l'a amenée à se confier. J'ai compris que c'est quelqu'un qui, si je le flatte, ça va bien s'y faire. Donc je dis, une femme comme toi, quand même, je ne pense pas, s'il n'y avait pas lui, tu n'aurais jamais fait ça. Je dis, c'est... À moi, tu peux me le dire, tu peux avoir confiance en moi. Monique Olivier lui avoue alors avoir servi d'alibi à son mari le jour de la disparition d'Estelle. Et il lui a dit comme ça, si je ne suis pas rentrée à telle heure, tu passeras un coup de fil, mais tu ne parleras pas. Simplement, tu fais le numéro et tu raccroches. Elle m'a dit, écoute, moi, quand j'ai vu l'heure, à quelle heure il m'a dit qu'il faut appeler, j'ai composé le numéro de téléphone et j'appelais, j'ai raccroché. Milica Petrovic informe les autorités. Et une juge d'instruction, Sabine Kéris, va réussir, avec sa greffière, à obtenir de nouvelles informations de Monique Olivier. Elles ont tout fait pour essayer de la mettre dans de bonnes dispositions. Et par exemple, elles se sont rendues compte que Monique Olivier adorait les chiens. Elle adore les chiens, Monique Olivier. Donc, elles sont allées chercher un chien et elles l'ont fait venir pendant un interrogatoire. Elles lui ont mis le chien sur les genoux. Mise en confiance, Monique Olivier va livrer des détails sur cette nuit du 9 janvier qui obsède le père d'Estelle Mouzin depuis plus d'une décennie. Le rôle de Monique Olivier, il est établi par le dossier d'instruction. Elle a organisé l'alibi. On voit qu'il y a de nombreux SMS qui sont échangés entre eux pendant la journée du 9 janvier, à partir de 10h35, je crois, jusqu'à 18h46 de mémoire, le dernier SMS envoyé. Elle a reconnu avoir conduit la camionnette quand ils se sont débarrassés du corps d'Estelle. Ça, c'est des faits reconnus, des aveux précis et circonstanciés. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Sur un matelas du couple, l'ADN d'Estelle Mouzin est finalement retrouvé. Devant la juge Kéris, Monique Olivier reconnaît même avoir séquestré la fillette. Elle finit par dire « oui, je l'ai gardée ». Et elle raconte les conditions ce soir-là. Elle dit « elle était triste, elle m'a parlé de sa maman, elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu'elle verrait sa maman. Elle m'a demandé de l'amener aux toilettes. Je l'ai amenée aux toilettes. Et là, la juge lui dit un peu plus tard, mais vous n'auriez pas pu la libérer, vous étiez toute seule avec elle. Et la réponse de Monique Olivier, c'est vrai, mais je n'y ai pas pensé. Elle avait la possibilité de permettre à cette petite fille de se sauver. Et elle l'a pas fait. Un rôle de gardienne, insensible aux supplications. Elle dira à sa co-détenue, des supplications, moi j'en avais l'habitude. C'était un peu pénible. Petite fille qu'on enlève alors qu'on sait qu'on va la violer, la tuer, qui se débat, qui pleure, qui supplie qu'on la libère. Pour elle, elle trouve ça pénible. C'est effarant. Estelle Mouzin est la 10e et dernière victime connue du tueur en série, Michel Fourniret, assisté par son épouse Monique Olivier. Un couple qui n'aurait jamais dû se rencontrer. Un mauvais coup du sort. En 1987, Monique Olivier a 38 ans. Elle vit seule dans le Gard où elle s'occupe d'une personne handicapée. Elle est divorcée
a 2 enfants dont elle a laissé la garde au père et se sent délaissée. C'est une fille qui s'ennuie à l'époque. Elle a un peu rien à faire dans le sud de la France et elle recherche de la compagnie. En fait, ils se rencontrent par lettre. C'était une rencontre épistolaire. Michel Fourniret, il est en prison. Il a été incarcéré pour une série d'agressions sexuelles. Donc, il est en prison depuis déjà 3 ans. Il va publier une annonce. Prisonnier aimerait correspondre pour oublier solitude. C'est Monique Olivier qui a répondu à l'annonce. Jean-Luc Ployer, psychologue et expert judiciaire, a rencontré Monique Olivier dans les années 2000. Dans un premier temps, il y a une espèce de phase de séduction où Michel Fourniret est très gentil, très sympathique, séduisant. Il lui déclare son amour pour la littérature française, etc. Ça intéresse énormément Monique Olivier. Il la couvre de mots d'amour. C'est une correspondance à l'eau de rose, c'est d'un ridicule achevé. Et elle adore ça. Mon petit monstre adoré, viens vite. Je t'ouvre les bras, mes jours et nos nuits blanches. Mes baisers, ma peau, je te les donne, mon amour de Natouchka chérie, ton fauve. Il avait 7 ou 8 personnes qui communiquaient avec lui par échange épistolaire régulièrement. Donc il écrivait à Monique Olivier, mais il écrivait à d'autres. Certaines ont continué des échanges de courrier, mais Monique Olivier ne le savait pas. Et puis il va garder Monique Olivier. C'est pas anodin. Assez vite, Fourniret se rend compte qu'il a face à lui quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'a pas confiance en elle du tout, qui a besoin qu'on la rassure et qui a besoin d'une présence. Très vite, il lui écrit « Monique, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule ». Michel Fourniret devient son confident. Elle lui dit avoir été victime de violences de la part de son ex-mari. Ce qu'elle cherchait, c'était un homme pour venger son passé. Et Michel Fourniret le disait à sa manière, en formulant qu'elle cherchait un Lino Ventura, une sorte de voyou, pour casser la gueule de son ancien mari. Depuis sa cellule de prison, il installe son emprise sur Monique Olivier. En 7 mois, ils vont s'échanger 217 lettres, plus de 700 pages. Je dirais, elle a un ami, donc quelqu'un qui pense à elle par des correspondances tous les 2 jours. Elle a quelqu'un avec qui elle peut parler, qui s'occupe de ses problèmes, qui dit « mais moi je vais te résoudre tout ça ». Bon, c'est Michel Fourniret derrière. Hein. Michel Fourniret commence à imposer un petit peu une espèce de cahier des charges. C'est-à-dire que si tu veux qu'on fasse, je caricature, je synthétise, hein, si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, eh bien écoute, il va falloir ceci, cela et cela. À travers ces lettres, Monique Olivier et Michel Fourniret élaborent les termes d'un pacte. Progressivement, Fourniret va parler de son obsession. Il dit qu'il est à la recherche de la virginité. Sa première femme n'était pas vierge, sa deuxième femme ne l'était pas. Elle, Monique, ne l'est pas non plus. Donc il est à la recherche de la virginité qu'il n'a jamais connue. Et petit à petit, il l'amène vers l'idée qu'il faut qu'elle l'aide à trouver des vierges et à les enlever. Il y a un courrier de septembre 87 où Fourniret détaille tout le programme. Enlèvement des MSP, les fameuses membranes sur pattes, c'est comme ça qu'ils appelaient les jeunes filles vierges. Tout est déjà programmé et Monique Olivier, dès le début, sans avoir jamais rencontré Fourniret, souscrit entièrement à ce programme. Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. Non, monsieur, ce n'est pas dit du bout des lèvres. Tu sais, ta Natouchka est prête à t'aider dans beaucoup de choses. Monique Olivier, en connaissance de cause, elle lui a répondu. Elle lui a dit que oui. Elle allait faire en sorte de l'aider, en tous les cas, à trouver des jeunes filles vierges. Et effectivement, 2 mois après, elle participe très très activement à l'enlèvement, au viol et au meurtre de la petite Isabelle Laville, 2 mois après sa sortie de prison. Isabelle Laville,
qui est une jeune fille qui revient de son établissement scolaire, est abordée par Monique Olivier toute seule. Michel Fourniret n'est pas dans le véhicule, qui lui dit « Je cherche un endroit, un médecin, est-ce que vous voulez pas me guider, monter dans le véhicule ?» Elle ne se méfie pas parce que c'est une femme seule qui l'invite. Et là, une fois qu'Isabelle Laville est montée, ils continuent leur route et elle s'arrête pour prendre Michel Fourniret qui fait du stop. Donc vous voyez que c'est elle qui se saisit de la première victime. Isabelle Laville, 17 ans, est étranglée. Son corps est jeté au fond d'un puits, près de la maison où le couple vient de s'installer, à Saint-Cyr-les-Colons, près d'Auxerre. C'est l'acte fondateur du couple criminel. Parce qu'à partir du moment où ils ont commis un meurtre ensemble, ils peuvent en commettre 10, ils n'encourront pas une peine supplémentaire. Et puis lui, il la tient, parce que comme elle l'a aidé, si elle veut le dénoncer, il peut dire qu'elle est complice. Donc à partir de là, ils sont liés de manière indissoluble. Le pacte criminel est scellé, dans le sang et dans la chair. 9 mois, presque jour pour jour après le meurtre d'Isabelle Laville, naît Selim, leur enfant en commun. Monique Olivier va même l'utiliser pour faire monter d'autres victimes dans la voiture. Enceinte, elle simule un malaise pour piéger Fabienne Leroy. À peine né, il continue de servir d'appât. Au moment de l'enlèvement d'Elisabeth Bréchet, il est tout petit. Il est dans son siège bébé dans la voiture et il est utilisé comme appât à son tour pour faire monter la petite fille qui a 12 ans dans la voiture. On a un problème avec notre enfant, est-ce que tu connais un médecin? Monte dans la voiture, tu vas nous amener chez le médecin. Comment une mère enceinte peut faire croire qu'elle a un malaise pour faire monter une gamine? Comment une mère avec un petit bébé dans un couffin peut faire croire que le bébé a un gros problème pour que la gamine les emmène chez un médecin? Comment tout au long de la vie de leur fils, Selim, quoi. Comment une mère, oui, effectivement. Alors ça peut être considéré comme pire. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un tel degré d'inhumanité et d'horreur que c'est indicible. Les meurtres s'enchaînent, jusqu'à 2 par an, avec un mode opératoire bien rodé. L'affaire fait la une des quotidiens britanniques. Johanna Parish, une Anglaise de 20 ans, a été retrouvée morte dans Lyon. Elle a été frappée à coups de tisonnier, ligotée, dénudée, puis étranglée. Le 17 mai 1990, Johanna Parish, assistante d'anglais au collège Jacques Amiot d'Auxerre, disparaît. La jeune Britannique est la 6e victime du couple. Michel Fourniret l'a repérée grâce à une petite annonce qu'elle a publiée. Jeune étudiante donne cours d'anglais, contactez Johanna. Elle cherche à se faire un petit peu d'argent. Un rendez-vous a été donné dans Auxerre. Elle est montée dans le véhicule. Il y avait Monique Olivier encore une fois. Ça a dû la rassurer. Le couple fait monter la jeune femme dans une camionnette comme celle-ci, utilisée par les Fourniret et saisie par les enquêteurs. Elle montait à bord, elle claquait sa portière derrière elle, et une fois que la portière était fermée, elle ne pouvait plus actionner cette poignée. Johanna Parish est piégée. Monique Olivier reste au volant et assiste à la scène, alors qu'à l'arrière, Michel Fourniret viole et tue la jeune Anglaise. Et donc elle entend tout ce qui se passe à l'arrière de la voiture parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Elle entend Johanna Parish qui ne veut pas se laisser faire, il veut la déshabiller, elle ne veut pas, il y a une bagarre. Et elle dit qu'elle ne se retourne pas, mais qu'elle entend tout. Elle a été droguée, ils l'ont abandonnée nue dans la rivière. Donc, encore une fois, elle est là, elle participe, elle sait ce qui va arriver, elle l'a vu un nombre incalculable de fois. Les parents de Johanna Parish ont aujourd'hui 80 et 78 ans.
C'était une jeune femme très douce, très gentille. Elle travaillait dur. Elle avait de très bons résultats scolaires. Elle méritait une longue et belle vie. On ne comprend vraiment pas. « 33 ans après le meurtre de leur fille, le rôle joué par l'épouse du tueur en série reste pour eux un mystère. En 2011, Pauline Morel, la maman, écrit une lettre à Monique Olivier pour obtenir des explications. Une lettre restée sans réponse. Je ne sais pas, j'ai juste pensé, je suis une mère. Elle aussi est mère, aussi surprenant que cela puisse paraître. J'ai pensé qu'elle voudrait m'aider. Je sais maintenant que c'était stupide, qu'elle ne m'aiderait pas. Mais je n'avais jamais eu d'expérience avec quelqu'un comme ça. Un monstre. C'est dur de se dire qu'il existe des personnes capables d'agir comme ça. Vous savez, un type comme Fourniret, c'est clairement un pervers narcissique, un psychopathe. Mais c'est dur de mettre une étiquette sur Monique Olivier. Un psychiatre criminologue le saurait-il lui-même? Monique Olivier est-elle une femme sous emprise, agissant sous la contrainte? Ou est-elle celle qui murmure à l'oreille de Michel Fourniret, l'élément clé qui aurait mis le feu aux poudres? Pendant leurs 16 ans de vie commune, le couple forme une famille presque comme les autres. Monique Olivier est une maîtresse de maison, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai récupéré les photos du dossier. Il y a des photos au premier dossier qui sont des photos de la vie de famille. On ne voit pas quelqu'un de figé, on ne voit pas quelqu'un de prostré, on voit quelqu'un de souriant, d'épanoui. On voit la vie quotidienne d'un couple presque ordinaire et d'une femme. On la voit peler les patates, s'occuper de son fils. C'est extrêmement troublant. On ne voit pas une femme qui souffre en tout cas. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse le ménage ou une cuisine, etc. Mais elle reste assez passive. Il arrive que le couple reçoive. La maîtresse de maison donne le change et prend fièrement la pose pour l'album de photos de famille. C'est la banalité du mal. On la voit poser avec son gros ventre enceinte devant la maison de Floing où ils ont tué Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet à l'époque. On la voit jouer avec son enfant dans le fourgon qui servait à enlever les victimes, dont Estelle Mouzin. C'est ça les photos quand même hein, du couple Fourniret. C'est ça les photos de Monique Olivier. Elle savait très bien où était enterré le corps. La petite Desrameaux, ils passaient tous les jours dessus, quasiment, avec leur véhicule. Pareil pour la petite Brichet. La petite Brichet, elle a été enterrée là où jouait leur gamin, Célim. Bon. Donc elle savait parfaitement. Comment on fait le matin? On boit le café, mais on pense qu'il y a peut-être une jeune fille qui est en haut, qu'on a enterrée peut-être dans le jardin, qu'il y a un camion. Enfin, au quotidien, c'est quoi? Pendant ses 16 ans, avec l'aide de son épouse, Michel Fourniret enlève et tue sans jamais être inquiété, ni même soupçonné. Le parcours criminel du couple s'interrompt subitement le 26 juin 2003. Un pédophile présumé interpellé en flagrant délit, c'est assez rare. Il s'agit d'un forestier français originaire de Sedan, arrêté en Belgique. Il avait convaincu une adolescente de 13 ans de monter dans sa camionnette. Et du coup, la police s'interroge sur sa responsabilité éventuelle dans 2 disparitions inexpliquées ces dernières années. Alors que Michel Fourniret est derrière les barreaux, Monique Olivier reste, elle, en liberté, seule, avec son fils Célim.
Pendant ce temps-là, eh bien, elle avait un temps libre, elle se sentait un petit peu désentravée et du coup, elle faisait des choses avec Selim qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ils allaient au cinéma, ils allaient au restaurant. Selim avait alors 15 ans et il dit avec le recul que ce fut sans doute la meilleure année de sa vie et probablement la seule. Monique Olivier est régulièrement entendue par les enquêteurs belges. Elle apparaît au départ comme une simple mère au foyer, sous l'emprise d'un mari tyrannique. Le visage officiel qu'elle voulait faire paraître, c'était la femme terrorisée, soumise, qui risquait sa vie si elle dénonçait Fourniret. Elle jouait la débile légère, la femme complètement stupide, idiote. Mais les policiers ne sont pas dupes. Pendant 1 an, ils vont maintenir la pression et la convoquent à de multiples reprises. Si elle avait pu se mettre entre le mur et le papier peint, elle l'aurait fait, si vous voulez. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement en retrait, comme ça, inhibé, où effectivement, si elle pouvait très bien prendre de la distance, ne pas être là, c'est ce qu'elle aurait fait. Elle était assise sur une chaise, elle pouvait rester 10 heures sans bouger une jambe, sans demander un verre d'eau, sans avoir besoin d'aller aux toilettes, sans avoir besoin de s'alimenter. Elle était une statue. Elle baissait la tête, comme ça, elle la secouait de droite à gauche, de haut en bas, oui, non. Allez. Au bout de 120 interrogatoires, un tous les 3 jours, elle finit par craquer et avouer, non sans mal, plusieurs meurtres commis par son mari. Ce PV, il fait 4 pages et demie, je crois, de mémoire. Ça a duré 11h30. Pour avoir 4 pages et demie de déclaration, vous imaginez le silence interminable. Elle se dit, il va sortir. Donc tout va recommencer. Et moi, ça fait 1 an que je suis tranquille. Ça fait 1 an que je suis avec Selim. Ça fait 1 an que nous vivons à la maison. Ça fait 1 an que je respire. Quand elle se libère, à ce moment-là, je pense qu'elle s'est dit, au moins avec ça, il ne reviendra pas. Mais en dénonçant Michel Fourniret, Monique Olivier va également faire apparaître son rôle dans les enlèvements et les meurtres des jeunes filles. Elle est arrêtée à son tour et incarcérée. Selim n'est encore qu'un adolescent. Il est d'abord pris en charge par le frère de Michel Fourniret, puis par l'un des fils que Monique Olivier a eu de son premier mariage. Que savait-il de ce qu'il se passait dans la maison? L'adolescent, qui a servi d'appât à son insu, enfant, est lui aussi entendu par les enquêteurs. Selim, c'est quand même un jeune homme qui est très proche de sa mère, on le voit partout sur les photos. Il a dit à la juge qu'il a entendu, qu'il ne se souvenait de rien. Michel Fourniret et Monique Olivier sont, eux, jugés 4 ans plus tard, en 2008. 7 dossiers sont étudiés dans un premier procès. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Lorsqu'ils sont dans le box à Charleville-Mézières, ils ne se regardent pas. Aucune interaction entre eux. Ils sont assis l'un à côté de l'autre avec une escorte policière entre les deux. Ils n'ont aucun échange et elle me fait l'effet d'une femme assez passive, effacée, sur qui tout semble glisser. Aucun affect ne se lit sur son visage, même lorsque Michel Fourniret a des mots très durs envers elle. Elle ne cille pas et ça va être comme ça pendant toute la durée du procès, comme si chacun était engagé dans son couloir. Durant ces 2 mois d'audience, le scénario des meurtres et la responsabilité de chacun sont examinés. Elle est coupable et il faut bien qu'elle se mette ça dans sa tête, coupable comme Michel Fourniret, au même point. Monique Olivier et Michel Fourniret sont tous les 2 condamnés à la prison à perpétuité. Moi, je la mets au même rang qu'un tueur en série. Je dis souvent en matière criminelle que ce couple-là, même les Américains nous l'envient. Elle est plus compliquée que lui. Lui, c'est un pervers, j'allais dire classique entre guillemets, malheureusement un très très grand pervers, un des plus grands pervers que la France ait connu, mais on explique son cheminement pervers, son comportement pervers. Elle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un cas psychiatrique et psychologique extrêmement difficile à cerner.
Pour tenter de comprendre le parcours criminel de Monique Olivier, nous avons remonté le fil de sa vie. Dans le sud de la France, nous avons retrouvé son premier mari, un nonagénaire méfiant qui ne veut pas montrer son visage. André Michaud, alias Salvatore, l'a épousée quand elle avait 22 ans. En ce qui me concerne, je suis artiste peintre. Et Monique était mon modèle préféré. Voilà, ça c'était elle. Pendant les 10 ans de leur union, il a peint Monique Olivier à de nombreuses reprises. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. C'était une fille très simple. Très simple. Très gentille. Fort sympa. Fort sympa. Et elle était courage, très dévouée pour faire des choses, etc. Parce qu'au départ, elle voulait être médecin. Et elle n'y est pas arrivée, alors elle aidait les gens quand c'était possible, tout ça. Monique Olivier occupera toute sa vie des petits boulots. Tantôt garde-malade, tantôt secrétaire. En fait, sa vie, elle est incroyablement inintéressante. Elle a une enfance classe moyenne, Monique Olivier. On n'a pas de traumatisme particulier dans sa petite enfance. Elle n'a pas été violée, agressée, placée en famille d'accueil, etc. Elle a une famille. Alors elle a des frères, elle est toujours un petit peu comme le parent pauvre de la famille, celle qui n'est pas valorisée, celle à qui on va dire tu seras secrétaire, ça sera déjà bien pour toi, on n'a pas d'ambition pour elle. Elle a fait son curriculum vitae, toujours en se faisant passer pour victime, toujours. Victime dès sa plus tendre enfance parce qu'elle est grande, elle est disgracieuse, donc ses camarades de classe se moquent d'elle. Victime un peu de ses parents qui la délaissent plus ou moins. Victime de Michaud, son premier mari, qui paraît-il est violent. Dans son union avec Michel Fourniret, Monique Olivier trouve une forme de revanche. Pour une fois, dans sa vie, ça n'était pas elle qui était la victime. Et qu'elle a pu jouir de cette position que lui permettait Michel Fourniret. Elle n'était plus la pauvre fille abîmée par le destin, elle était celle qui abîme le destin des autres. Finalement, elle se venge sur toutes les femmes de la vie qu'elle n'a pas eue ou de ce qu'elle n'a pas. Je crois que c'est vraiment une co-responsabilité et un parcours commun dans l'action criminelle qu'ils ont menée tous les deux. A-t-elle conscience de ses actes? Les psychiatres lui font passer plusieurs tests pour mesurer son niveau intellectuel. Dans les conditions où nous l'avons examinée, elle n'irradiait pas d'intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire, mais potentiellement, c'est une femme qui dispose de toutes ses capacités intellectuelles. Le dernier test réalisé en 2023 la place dans la moyenne basse, 92 de QI. Monique Olivier a conscience du bien et du mal, mais les experts lui diagnostiquent un trouble de la personnalité. On peut dire que c'est une personnalité évitante, qui n'affronte pas les gens, qui n'a pas d'estime d'elle-même. Elle n'est rien, en fait, si vous voulez. Elle ne se considère pas comme un être humain, comme une personne ayant une importance. Vous avez une personnalité, des traits de personnalité qui vous rendent soumise et dépendante. Donc vous devenez la complice idéale. Une complice idéale, une compagne qui rend possible l'inimaginable. Moi, je la rangerais dans le tiroir de la perversion. Pour nous, experts, Michel Fourniret, avant sa rencontre avec Monique Olivier, c'était un pédophile banal, comme moi j'en vois à peu près 30 ou 40 par an, si vous voulez. Après, il prend une autre dimension. C'est-à-dire que non seulement il séquestre, il agresse sexuellement, mais il tue. Et il tue de façon tout à fait sadique, très particulière. Et ce sadisme-là, je pense qu'il a été renforcé par la présence de Monique Olivier.
L'un sans l'autre, ça n'était pas possible. C'est un couple, pour moi, de tueurs en série. C'est des meurtres à quatre mains, je le dis. Il est le jerrycan, elle est le briquet, j'en sais rien. Mais sans elle, Michel Fourniret n'aurait pas eu le parcours criminel qu'il a eu. Ils se sont trouvés par le plus désastreux des hasards, par un destin absolument mortifère qui a fait que ce couple-là se rencontre, s'alimente réciproquement, alimente leurs propres fantasmes. Chaque fois qu'il y a eu des décisions à prendre, des scénarios à monter, moi j'en suis convaincu, c'est elle qui les a trouvés, c'est elle qui les a inventés. Sans Monique Olivier, Fourniret n'aurait vraisemblablement pas tué. Des fouilles ont débuté aujourd'hui dans une maison des Ardennes belges. Même en prison, le pacte perdure. Les gendarmes sont à la recherche du corps d'une victime présumée de Michel Fourniret. Michel Fourniret et Monique Olivier ont divorcé en 2010. Les indications qu'ils ont fournies aux enquêteurs ont permis de retrouver 2 corps. Ils n'ont plus de contact depuis qu'ils sont chacun en cellule. Près de 20 ans après, les parents d'une de ces victimes connaissent une forme de délivrance. Mais tous deux se retrouvent lors des fouilles et reconstitutions qui rythment leur quotidien carcéral. Ceux qui les voient pendant les reconstitutions, parce que c'est là qu'on les voit, hein, c'est là qu'ils sont un peu au naturel, d'abord ils voient assez souvent une Monique Olivier qui rembarre Michel Fourniret, et Michel Fourniret se tourne en disant bah, « vous voyez comment elle me parle, quoi », grosso modo. Ils se remettent à fonctionner comme ils fonctionnaient avant. Quand Michel Fourniret meurt en 2021, Monique Olivier paraît impassible, comme si sa disparition ne changeait rien pour elle. Mais l'ombre de l'ogre des Ardennes est toujours présente. Son fils, Selim, aurait-il été rattrapé par le passé criminel de ses parents? À l'été 2023, il a été mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Il nie les faits et a été placé sous bracelet électronique. Monique Olivier semble, elle, avoir repris le flambeau de son ex-mari. Ce jour-là, des fouilles sont organisées pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin dans la forêt d'Issancourt et Rumel, à 4 km de la maison où la petite a été séquestrée. Monique Olivier, 72 ans, a avoué avoir participé à l'inhumation de la petite. Elle oriente les enquêteurs. Elle va cibler des endroits. Bon, mais elle ne se rappelle plus exactement l'endroit parce que tout change, donc c'est compliqué 20 ans après. Il y a des moments où pendant 2 heures elle ne va rien dire, il y a des moments où elle a trop chaud, trop froid, des moments où elle se met à trembler et puis elle dit plus rien, des moments où elle a le regard allumé parce qu'elle voit passer un gendarme à son goût, il y a des moments où elle finit par lâcher, avancer, presque on a une avancée, un renseignement de plus par interrogatoire. Les précédentes sessions de recherche n'ont rien donné. Mais cette fois, Fourniret n'est plus là. Elle est seule à mener la danse. Les témoins vont alors observer une attitude surprenante. J'ai l'impression qu'il y a un peu un mimétisme qui est en train de se jouer. Pendant 15 ans, ils ont été tellement fondus dans leur parcours criminel qu'ils finissent par se ressembler. C'est copie conforme. C'est-à-dire que Monique Olivier, elle est au milieu, comme ça. Elle fait exactement les mêmes gestes que Michel Fourniret. Et elle dit à la juge, « Ah ben je me rappelle plus trop, peut-être là, je sais pas. Ah je ne sais plus si j'étais là ou pas. » Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je vais même jusqu'à considérer que Monique Olivier, plus ou moins consciemment, c'est une espèce d'hommage posthume à Michel Fourniret. Pour tenter de la sortir de ce mimétisme et la faire craquer, une rencontre est organisée avec le père de la victime, Éric Mouzin.
L'objectif, c'était que, en présence du père de la petite fille qu'elle avait contribué à assassiner, peut-être qu'elle allait avoir envie de dire quelque chose. On les laisse l'un face à l'autre, on essaye de voir s'il va se passer quelque chose, parce qu'il y a le père, là, il y a cette volonté d'essayer qu'il y ait un brin d'humanité qui ressort. Et puis je crois finalement que l'humain ne prend pas le dessus et que Monique Olivier n'a pas vraiment envie d'aider. Comme son ex-mari, Monique Olivier ne lâche rien. Comme lui encore, elle trouve du plaisir dans ce manège judiciaire qui tourne autour d'elle. Elle est le centre de l'attention de tout le monde. Pendant quelques journées, elle est dans la campagne, dans la forêt, au milieu des fouilles. C'est peut-être beaucoup plus agréable que d'être dans sa cellule. Parfois, on lui donnait le même repas que tout le monde, c'est-à-dire qu'elle mangeait une pizza, ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas mangé de pizza. Pour la première fois de sa vie, elle a mangé des tacos. Ce jour-là, les fouilles défigurent le paysage, mais ne mènent à rien. Elle veut rester maîtresse du jeu, elle connaît l'histoire, elle sait tout ça, et elle n'en dit que des petits bouts pour rester celle qui dirige l'enquête, celle à qui on demande, qu'on supplie de dire la vérité. Depuis, les recherches ont définitivement pris fin. Le corps d'Estelle Mouzin et celui de Marie-Angèle Domès n'ont pas été retrouvés. Saura-t-on un jour toute la vérité sur le parcours criminel du couple? Une période intéresse particulièrement les enquêteurs. Entre 1990 et 2000, aucune victime de Fourniret n'a été identifiée. Je suis persuadé qu'il s'est passé des choses. Compte tenu du fonctionnement du couple, c'est pas possible autrement. Cette fameuse période blanche de 90 à 2000, il y a au moins 15 crimes qui lui sont imputables. La justice saura-t-elle briser l'armure de la gardienne du temple Fourniret? Monique Olivier reste pour l'heure murée dans son silence. Elle n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.